5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Après 2 rendez-vous manqués, les syndicalistes ont programmé une nouvelle marche pour le 11 mai prochain. Rien ne semble émousser leur ardeur à sortir dans les rues pour, disent-ils, dénoncer la vie chère. L'initiative émane cette fois-ci encore de la CSA Bénin. On se demande ce que devient le cadre de dialogue entre gouvernement et syndicats qui a permis par le passé de désamorcer plusieurs crises. Et puis, une coalition de 5 églises prend à revers l'Église catholique à propos du nouveau code électoral sous l'égide de l'EPMB. Elles font observer que le texte a été adopté et promulgué selon les exigences démocratiques et qu'il revient aux acteurs chargés de l'appliquer et d'organiser les élections de 2026 de faire preuve de sens de responsabilité. Progressivement, le débat politique prend quartier dans l'espace religieux, un piège sans fin, c'est ce que nous allons voir. Et puis au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé dans la nuit de samedi à dimanche les résultats provisoires qui doivent être encore confirmés par la Cour constitutionnelle. Des résultats sans appel concernant les législatives puisque l'Union pour la République, l'UNIR, formation politique au pouvoir, est arrivée très largement en tête. Sur les 113 sièges, l'Union pour la République en remporte 108. Un véritable raz-de-marée qui fait rougir l'opposition qui crie à la fraude. Pendant ce temps, le pouvoir en place se félicite de sa victoire. On s'y intéresse. En plateau avec moi pour décortiquer ces sujets d'actualité, Francis Elojatade, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Vous êtes expert en gouvernance, analyste politique. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. C'est moi qui suis très honoré. En face de vous, Alphonse Moïse Soulé. Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Journaliste, analyste politique, bien connu donc par ici. Sur 5 sur 7 matin, on aurait pu avoir donc une troisième fois Jules Léon Kitty, mais malheureusement, qui ne sera pas avec nous ce matin sur la matinale pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il s'excuse d'ailleurs. Mon cher Alphonse Moïse Soudé, après 2 rendez-vous manqués, il y a eu 2 tentatives manquées. Celle d'abord initiée par la CSA Bénin. Après, on a eu la CSTB en milieu de semaine qui avait voulu marcher, mais ils n'ont pas pu avoir toutes les autorisations requises. Cette fois-ci, on projette une nouvelle marche pour le 11 mai prochain. Est-ce que cela ne ressent pas de l'entêtement? Non, c'est pas de l'entêtement. Moi, je ne sais pas ce qui empêche le gouvernement de permettre aux syndicalistes de marcher. Le gouvernement, la préfecture. La préfecture. Qui dit préfecture dit forcément le gouvernement. La préfecture n'est pas le gouvernement, c'est une autorité indépendante. C'est l'émanation du pouvoir central sur un territoire donné. Nous disons la même chose. Donc je dis, je ne sais pas ce qui empêche le préfet au rôle à ses services de permettre aux syndicalistes de marcher. Ce que moi, je pouvais dire, il faut les autoriser, il faut encadrer la marche. Parce que c'est comme si vous frappez votre enfant, vous le punissez, vous lui interdisez de verser les larmes. C'est pas possible. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que bon, la vie coûte de plus en plus cher. C'est vrai que avec les salaires, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts difficilement, comme je l'ai dit la dernière fois. Avec les nouvelles voies, certains propriétaires se sont permis le luxe d'augmenter anarchiquement les loyers. Et on a vu tout à l'heure un reportage où nos compatriotes tranquillement vont livrer le maïs produit au Bénin pour les Béninois à l'extérieur. Donc, il n'y a que sur le marché, ce que vous gagnez ne vous permet plus de satisfaire vos besoins. Donc, on ne peut pas leur interdire de marcher pour s'exprimer. Moi, je dis, autorisez-les avec le concours de la police. Vous encadrez la marche. La preuve, ils ont choisi un samedi pour éviter les problèmes de défalcation sur salaire. Ils ont choisi samedi parce que les agents permanents de l'État, la plupart ne travaillent pas samedi. Donc, je voudrais qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer et de les rendre responsables de tout ce qui adviendra. Donc, il ne faut pas toujours empêcher. Il ne faut pas se faire remarquer par le côté négatif du pouvoir que vous exercez. Les pouvoirs publics estiment qu'ils n'ont pas empêché, mais que ce sont les responsables syndicaux qui n'ont pas mené les démarches francistes nécessaires pour obtenir une autorisation de marché. Je crois qu'en fait, la position du gouvernement ne manque pas de pertinence. Parce que quand j'ai suivi ce qui s'est passé à la direction de la police judiciaire, et j'ai eu l'opportunité de changer, je devais faire un débat contradictoire avec Maître Aboubakar Baparapé. Et le vendredi, je crois qu'il était appelé au tribunal pour plaider la cause de 52 personnes qui étaient en grande situation. J'ai compris que, en fait, lui-même n'avait pas reçu copie de l'autorisation. Puisque quand il est allé à la DPJ et que Kassamampo, le SG, a été reçu,
pendant qu'il discutait, en fait, le SG n'a pas été reçu tout de suite, il était encore dehors. C'est l'avocat qui est allé et les gens lui ont demandé, mais est-ce que les gens ont l'autorisation? Est-ce que les marcheurs ont eu l'autorisation? C'est alors qu'il a dit, mais interpellez le SG, il est au dehors. Mais ils ont dit, non, mais est-ce qu'il a l'autorisation? C'est comme ça que Maître Bakapé est allé voir Kassamampo et il lui a pris une copie de l'autorisation. Mais en fait, je sais que pour les marches, pour ce que je sais, lorsque vous introduisez la requête, la demande et que vous avez l'autorisation, vous devez, il y a encore une seconde étape, vous devez informer le service de la police, le commissariat, et négocier, discuter avec eux de l'itinéraire pour qu'on puisse assurer l'encadrement qu'il faut pour éviter les débordements. Parce qu'en fait, pour les marches, il est souvent difficile de savoir qui sont ceux qui marchent. La preuve est que parmi les 52 personnes qui ont été, les 112 et 20 ont été libérés, et puis après 52 ont été présentés, il paraît qu'il y en a qui n'étaient pas des fonctionnaires. Or, c'était un 1er mai, c'est la fête du travail. Et en fait, le camarade Kassamampo, que je connais bien parce que j'ai eu l'opportunité de siéger comme secrétaire dans le cadre du comité Benerail, en fait, pour la boucle ferroviaire. Avec eux, on luttait pour qu'on ne puisse pas déposséder un compatriote à Ouaret au profit des expatriés. Et c'était Philippe Doundianumain qui présidait, Kassamampo à côté, et puis bon, j'étais là avec Denis Sinété. Donc je connais un peu ce monde. Mais je sais qu'en 2015, vous avez suivi Chadari. En 2015, il y a eu des mouvements plus graves que ça. Et ils ont témoigné qu'ils ont été conduits au CNHU. Mais par la suite, quelqu'un leur a dit que, attention, on leur a susurré à l'oreille que si vous traînez encore là, on dit de vous administrer en fait des injections qui ne sont pas adaptées. Et puis par la suite, ils ont disparu tous du CNHU pour rejoindre des cliniques. Et quelqu'un leur a dit que non, mais on a dit qu'ils sont, en fait, ils avaient du sang sur le corps, mais que c'est le sang de cabri. Bon, vous avez oublié de lui demander si c'était effectivement le sang de cabri qu'ils ont. Bon, bref, c'est que entre les gouvernants et les gouvernés, il y a toujours eu ces rapports de force. Et c'est parfois contraint et forcé que les gouvernants libèrent les droits. Ça, c'est connu. Ça, c'est en fait, l'histoire de l'humanité démontre que c'est au prix de nombreuses luttes qu'on finit par avoir des acquis. Mais lorsque un gouvernement responsable décide de mettre en place un cadre de concertation, de dialogue, en fait, c'est pas un décret de 2021. Je crois que c'est le décret 2021-338 du 7 juillet 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Et vous voyez, quand on voit la composition, il y a le ministre du Développement, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre du Travail, il y a les ministres concernés par les dossiers, puis il y a les représentants des syndicats, en fait, des différentes centrales. Je crois que si ce cadre de concertation fonctionne normalement et bien opérationnalisé, on peut éviter beaucoup de crises. Bon, une marche pour exprimer en fait une doléance, parce que mais mécontentement vis-à-vis de la vie chère. Oui, mais il semble que peut-être que le chef de l'État n'est pas informé comme cela se doit. Peut-être que les services de renseignement ne font pas faire leur travail comme cela se doit. Peut-être que les structures qui sont sous tutelle et qui doivent informer le chef sur les réalités que vivent les citoyens n'ont peut-être pas porté l'information. Si les syndicalistes décident par exemple de marcher pour dire de vive voix ce qu'ils vivent au chef de l'État, ça ne doit poser aucun problème. L'essentiel, c'est s'entendre sur l'itinéraire, déployer les forces de défense et sécurité qu'il faut pour éviter les débordements et surtout rendre responsables en fait des organisateurs de tout dérapage. Je crois que c'est pour ce que je sais et de ce qu'on a fait en 2015, de 2014, on a fait 2 grandes marches. On a fait le 31 octobre 2014 une grande marche et puis le 10 décembre 2014 on devait faire une seconde, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu un arbitrage d'une puissance extérieure. C'est quand nous étions en délégation, était avec l'ambassadrice de France, qu'on a compris que le président qui était là ne voulait pas du tout qu'on marche, et on a fallu, les gens ont dû lui dire que si la première marche n'a pas connu des dérapages et qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas de raison qu'on empêche les gens de marcher. Donc, je trouve qu'évidemment, une marche, c'est pour exprimer en fait un mécontentement, certes, mais c'est pour porter des doléances devant la place publique.
Bon, maintenant, après ça, ils doivent se retrouver autour de la table de négociation. Il semble que la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective avait eu une séance avec les organisateurs avant que les gens insistent pour la marche. Mais s'ils insistent, parce que j'ai jamais appris, vous avez dit le 11 mai prochain, il y aura une marche. Mais avant le 11 mai, j'apprends que le 7 prochain, il y a l'organisation de la défense des droits de l'homme et des peuples, ce que l'organisation que préside Maître Aboubacar Parapé projette aussi une marche. Alors, est-ce que finalement, je ne vous interromps pas, Alphonse Moïse Soulier, est-ce que finalement ce tiraillement ne devient pas une question d'orgueil, une question de fierté? On veut coûte que coûte marcher, juste pour marquer son territoire, pour montrer qu'on a le droit de marcher, qu'on veut exercer un droit, et puis bon, voilà. Non, et avant de répondre à la question, je suis heureux que Francis ait, dans sa chute, démontré l'importance d'une marche. Et nous sommes dans un système de déclaration. Moi, je ne sais pas de quelle autorisation parle-t-on. Est-ce que... Non, alors, selon le code de l'administration territoriale, en son article 105, avant qu'une marche ne soit autorisée, il faut que le préfet puisse donner son approbation. C'est dans les tests. Ok. Et vous savez, il faut moi, j'aime me référer au passé. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils connaissent la puissance et la force. Ils connaissent les résultats d'une marche et d'une grève. Et la preuve, quand on est arrivé au pouvoir, la première des choses, c'est de limiter le nombre de jours de grève. C'est d'empêcher pratiquement les marches. On sait que quand on marche, on sait ce que ça donne. La marche dont vous parlez, en tant que journaliste, je l'ai couverte. La marche contre Dassigli, je l'ai couverte. Et j'ai fait des interviews au secrétaire général. Je sais ce que ça donne dans l'opinion. Parce que vous ne pouvez pas... Ce que nous vivons, le chef de l'État n'est pas informé. Ça m'étonnerait. Nous payons les services de renseignement pour donner les informations au chef de l'État. Le chef de l'État a des collaborateurs pour l'informer de la difficulté que nous éprouvons sur le terrain. Le chef de l'État suit la qualité. La question de la cherté de la vie, on ne peut pas présager de ce que la Je suis d'accord, mais on ne peut pas... La cherté de la vie n'est pas connue des pouvoirs publics. En aucun cas, on ne peut empêcher les gens d'exprimer leur ressenti. Moi, ça m'embête. On ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leur ressenti. Il faut que le préfet, Maître Alain Oruna, que je connais très bien, il faut qu'on autorise la marche. Mais qu'on dise aux syndicalistes, qu'on le mette devant leurs responsabilités. Et le peuple est là pour juger. Mais les empêcher de faire la marche, on se dit, mais que se reproche-t-on? En amont, est-ce que les travailleurs, je n'en sais absolument rien, ont mené les démarches qu'il faut? Oui, ils ont dit qu'ils ont informé la préfecture de la marche. Ils ont informé la préfecture. Pour ce que je sais, vous informer. Et comme l'a dit Francis, on s'entend sur l'itinéraire pour que l'on puisse mettre à votre disposition des forces de l'ordre de sécurité. Moi, je dis, il faut le faire. Le 11 prochain, parce que à force d'interdire les marches, on en fera d'autres interprétations. C'est normal que les gens marchent pour exprimer leur ressenti, même si on veut ouvrir les négociations. Tout à l'heure, Noël Chadari disait que au niveau des négociations du dialogue, ça piétine, que c'est pas intermittence. Donc les rencontres ne sont plus régulières comme cela se faisait. Donc si nous n'avons pas en face de nous un interlocuteur prêt à nous écouter, à nous proposer des solutions, laissez-nous exploiter la possibilité que nous donne la loi de marcher. Moi je dis c'est comme ça. Même si on veut les rencontrer, on les laisse marcher. Mais on nous dit, vous serez responsable s'il y a débordement. C'est vrai que chaque fois qu'il y a marche, il y a toujours des infiltrés, il y a des intrus qui en profitent. Donc je dis, il faut que la préfecture et les syndicalistes s'entendent pour qu'on autorise la marche. Moi, je n'ai rien contre la marche et je suis d'accord que Francis aussi n'est pas contre la marche, mais à force de l'interdire chaque fois, on en fera une autre interprétation. Donc, moi, je souhaite que le préfet, qui est un homme de droit, puisse prendre ses responsabilités et permettre aux gens d'exprimer. C'est comme votre enfant, vous le frappez et vous lui interdisez de pleurer. Il va tomber malade et il sera davantage frustré. Et quand il y a frustration, il faut éviter ça. Dans la société, les gens sont frustrés. C'est ce qui est en train de s'observer aujourd'hui, Francis Louis-Attali. On sent une forme de radicalisation des postures. On sent une forme de durcissement de temps, puisqu'il y a eu des rendez-vous manqués. On veut, coûte que coûte, exprimer, on va dire, son mécontentement à travers une marche, alors qu'il y a le cadre de dialogue, de concertation, de négociation collective qui est là, justement, pour arbitrer ce genre de situation. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que ce cadre n'est pas très opérationnalisé. Parce que si ce cadre fonctionnait normalement, on pourrait déjà anticiper.
On a eu tout à l'heure un Noël Chadari qui disait que c'est à l'approche de la rentrée qu'ils ont eu. On prépare la rentrée après. Qu'on prépare la rentrée pour que l'année scolaire ne soit pas troublée, pour qu'on puisse verser convenablement les primes aux enseignants et tout ce qu'il y a à faire en amont. Et que depuis lors, ça va bon mal à mal. Ça ne doit pas être ainsi. Parce qu'on doit s'entendre sur la périodicité des rencontres pour anticiper sur les solutions afin d'éviter les crises. Nous savons évidemment que ce n'est souvent pas facile de gouverner. En fait, de leur position, en fait, ceux qui gouvernent aujourd'hui, les décideurs, vous croyez que c'est aussi facile d'accepter une marche? C'est pas facile. Je sais que, parce que vous avez couvert une partie de la marche, sinon les deux marches de 2014, vous reconnaissez que celle du 10 décembre 2014 a failli connaître des débordements, puisque un chef d'État s'est mis dans un hélicoptère et a dû survoler la marche. On a eu demandé que l'hélicoptère disparaisse du ciel, sinon on va changer l'itinéraire, et puis bon, on dit d'atteindre quelqu'un, et puis finalement ça a disparu. Je crois qu'il y a des acteurs qui sont encore là, pour ce que je sais, parce que en fait, les gens ont souvent peur de la marche, puisqu'il y a des mains invisibles, souvent des mains politiques, invisibles. Vous savez que Boni Yaye avait crié pendant qu'il était là, il a dit « Je défie quiconque va prendre la rue ». Il a dit, c'est là, les archives sont là, il y a la mémoire. Donc, mais il faut situer le contexte. Il a dit en 2012, il a dit en 2012, plus précisément, le 1er août 2012, il a dit. Mais après, il y a eu des marches. Non, mais écoutez, en 2012... Et il faut situer aussi le contexte quand il s'est agi de la grève, quand il s'est agi de la grève des douaniers. Oui, je vais rappeler le contexte à Moïse. En 2012, quand il a dit, c'était le 1er août, c'était le drapeau de Bénin derrière qu'il a dit quelque chose. Je ne veux pas répéter ça ici. Et normalement, en principe, si notre cours constitutionnel fonctionnait très bien, il devait être déchargé. Parce qu'il a violé son serment. Puisqu'il a dit qu'il va envoyer les gens de quelque part pour rencontrer ceux de quelque part. Bon, je ne veux pas dire ça ici, parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Je constate... Je l'avais déjà dit. Je constate, parce qu'en 2012, s'il a dit, c'est parce que 2012, c'était l'année où on a mis en place le Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques, que dirigeait Antoine Deschenous, le père à son âme, le père de l'actuel ministre de la Justice. Et nous savons tout ce qu'on a vécu. Et puis après, on a mis en place la plateforme. Les structures qui sont mises en place, vous avez vu qu'il a dit qu'il y avait une télécommande qui était quelque part. Je ne veux pas refaire l'histoire parce que je ne veux pas faire de l'histoire pour me faire des histoires. Ce que je veux dire, ceci. Les syndicalistes ont souvent manifesté pour revendiquer un bien-être, ce qui est normal. Et face à la situation... Ou un mieux-être. Oui, ce qui est actuellement connu de tous, c'est qu'il y a la cherté de la vie, mais le prix, la flambée des prix du maïs ne peut pas être le seul indicateur. Et je sais qu'il y a eu une tournée nationale en 2022-2023 qui a permis au chef d'État, à l'issue, de prendre des mesures sociales fortes. C'était même inattendu, puisque les syndicalistes sont rendus témoins, qui n'attendaient pas. Et ils ont même demandé que la mise en œuvre soit actée à partir de décembre de l'année. Donc, ce qui a été fait, ça veut dire que le gouvernement actuel anticipe aussi sur les mesures. Et je constate que, vous savez que la capacité de satisfaire les attentes des travailleurs dépend fondamentalement de la capacité de production de croissance. C'est lorsque la machine économique prospère qu'on peut on peut créer des richesses et pouvoir répondre aux demandes, aux attentes légitimes, aux revendications, ce qui est sûr. Mais il faut dialoguer pour faire comprendre les choses. C'est ce que je reproche peut-être et que je vois, la seule mal-donne, c'est que le cadre de concertation, la Commission nationale de concertation, consultation et de négociation collective aurait pu définir une périodicité dans la rencontre pour anticiper sur les crises. Parce que ça va permettre de gérer au mieux les crises et éviter tout ça. Comment on fait aujourd'hui, Alphonse, pour encore corriger le tir? Maintenant qu'il est établi que ce cadre de dialogue-là n'est pas totalement fonctionnel ou ne fonctionne pas comme il aurait dû être, comment on fait pour... Mais quelqu'un a la possibilité
de remettre les choses en marche. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce que les syndicalistes reprochent notamment au régime en place, c'est qu'on ne discute pas suffisamment. On ne fait pas des propositions aux syndicalistes. Si le cadre a été créé et que le cadre à un moment donné ne travaille plus, il y a problème. Ça veut dire que les syndicalistes n'ont pas en face d'eux un interlocuteur valable pour les écouter. Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut que de façon périodique, puisqu'il a parlé de même cahier de doléances qu'ils ont déposé, mais personne n'en parle. Il faudrait réellement qu'on les écoute parce que ce qu'ils disent là, ils ne parlent même pas d'augmentation de salaire. Moi, je dis, vous voyez par exemple, quand on parle de la vie chère, vous n'avez pas suffisamment le courant. Il y a des coupures intempestives, mais quand la facture arrive, elle est salée. Vous n'avez pas suffisamment d'eau, on vous prive d'eau, mais quand la facture arrive, c'est salé. Vous ne pouvez pas continuer à payer des choses comme ça. Il faut que quelqu'un les rencontre et qu'il leur dise, voilà ce dont nous disposons. Il faut mettre sur la table ce dont on dispose pour dire, voilà ce que vous demandez, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est prévu au budget. Il faut discuter avec les gens. C'est la moindre des choses. Quand il y a difficulté, on s'assoit, on discute, on fait des propositions. Et de discussion en discussion, on finit par trouver un terrain d'entente. Mais malheureusement, il n'y a plus ce terrain d'entente-là. On ne s'écoute pas, on ne se parle pas. Donc les gens ont estimé que la meilleure façon de se faire écouter, nous allons descendre dans les rues pour exprimer notre mécontentement. Il n'y a rien de grave à cela. Moi, je demande au chef de l'État, qui suit un peu l'actualité, de réactiver ce cadre de concertation-là pour permettre aux syndicalistes de poser leurs problèmes là, ils doivent les poser. Parce que quand personne ne les écoute, c'est comme si on dit, bon, le chien à boire, la caravane passe, on a mieux à faire que de vous inviter pour discuter. Dans une république, chacun joue son rôle, chacun prend son couloir pour que le pays soit bien gouverné. Oui, le décret 2021-338 du 7 juillet 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de concertation, consultation et de négociation collective a une composition. Mais la mission, c'est prévenir les conflits sociaux et proposer les mesures pour un environnement apaisé. Donc, prévenir les conflits sociaux, ça veut dire qu'il faut de l'anticipation. Proposer des mesures pour un environnement apaisé suppose évidemment qu'au cours des échanges, on s'entend de façon consensuelle sur un certain nombre de points sur lesquels, on a dégagé l'accord. Et on dit, c'est comme ça qu'on fait désormais. Et là, pour les rencontres à venir, on sait les points à débattre, les points sur lesquels il faut attendre. Donc, si, dans le dialogue, si cette commission fonctionne normalement, parce qu'il paraît que c'est quand le ministre Ouada y est présent que la commission fonctionne très bien. Bon, maintenant, on peut revoir la composition. Le chef d'État même peut présider. C'est le ministre d'État, je crois. Le ministre d'État, Blaise Biotchani, qui préside. On peut, parce que pour les 2 années qui viennent, et qui sont des années de turbulence, il faut avoir l'audace de le dire. C'est difficile actuellement. Parce que nous vivons l'ambiance de fin de mandat. Le chef d'État doit le savoir. Et les mêmes qui sont là, on ne sait pas, parce que là, il doit s'interroger. Je ne sais pas s'il dort, il doit être un insomniaque actuellement. Parce que ce n'est pas facile de dire un État où chaque fois, il y a comme dire quelque chose, waya. Bon, alors, donc, comment est-ce qu'il faut anticiper pour éviter ça? Si au niveau de la Commission nationale, il y a un problème, il faut revoir sa composition, prendre un autre décret et faire en sorte que ce soit opérationnalisé pour qu'on s'entende sur comment est-ce qu'on discute avec les syndicalistes pour apaiser les tensions. C'est dans un climat apaisé qu'on peut conduire pacifiquement les grands projets, l'activité gouvernementale. Donc, il est important que le chef d'État, il a le dernier mot. Et puis les syndicalistes qui sont en train de c'est ses amis. C'est ses amis. Bon, donc, il y a encore, en fait, le 1er mai, c'est l'anniversaire du chef de l'État. On n'a pas pu le présenter, en fait, joyeux anniversaire, par compte tenu du contexte. Le contexte et les tests qui sont en jeu font que, le chef d'État, c'est pas s'il a pu célébrer son anniversaire. Bon, maintenant, on sait qu'il y a 1 an en arrière, les syndicalistes, il y en a même qui sont allés le saluer. Bon, et puis leurs camarades ont soupçonné qu'ils ont salué tellement qu'ils ont soigné très heureux. Maintenant, je veux dire qu'ils sont des amis. Ils sont des amis. Et je crois que depuis 8 ans, il n'y a pas eu de confrontation explosive, ça veut dire qu'il y a quand même un moment sur lequel ils se sont entendus. Maintenant, si aujourd'hui il y a une rupture, il faut rattraper pour éviter que cela ne porte lourdement préjudice. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est quand il y a érosion
de la démocratie et affaiblissement des institutions qu'on peut observer le désordre qu'on observe là. D'accord. Donc il faut que l'État, le chef de l'État prenne ses responsabilités. On va voir ce qu'il en sera dans les prochains jours. Si cette commission-là sera donc ce cadre de dialogue sera réactivé pour que les partenaires sociaux et gouvernements puissent s'entendre sur un minimum afin qu'on ne puisse aller à l'explosion, à la radicalisation des postures. C'est très important. Messieurs, on en vient à présent à l'EPMB, vos amis de l'EPMB qui ont fait une sortie pour prendre le contre-pied de l'Église catholique sur la question du code électoral. C'est justement ce qu'on craignait ici il y a tout juste une semaine sur ce plateau, que le débat politique soit transporté dans les chapelles. Voilà, je crois que le lundi dernier, on avait déjà prévenu ça et c'est arrivé. L'Église, l'EPMB avec, disons, 5 confessions religieuses se sont retrouvées. Moi, je dis, de l'EPMB. Cette déclaration-là, quelle est la plus-value qu'elle apporte à la situation? Est-ce que cette déclaration-là était opportune? Est-ce qu'on était obligé de sortir pour dire ce qu'on a dit là? Parce que ça ne fait pas avancer le débat. Ça ne fait pas. C'est comme si on ne vit pas dans un pays où beaucoup de personnalités sont montées au créneau pour dénoncer les difficultés que posait ce code-là. Moi, j'ai dit, mais pourquoi ça? Qui a intérêt à ce que cette déclaration-là soit faite? Pourquoi on veut désormais opposer les religions? Et encore que ce n'est pas la même méthodologie. L'Église catholique s'est prononcée suite à un colloque organisé par le Monument national des cadres et personnalités politiques. Et je crois savoir que dans l'Église protestante méthodiste du Bénin, il y a le rassemblement des cadres, des leaders protestants méthodistes qui pouvaient aussi emprunter le même chemin. Il y a eu une démarche scientifique qui a sous-tendu la dernière fois, j'ai reproché à l'Église catholique de n'avoir pas associé toutes les composantes. J'ai dit on devrait écouter l'Assemblée nationale, on devrait écouter tous ceux qui sont impliqués dans le vote du code avant de faire ce travail. Et aujourd'hui, je constate que la démarche empruntée par ces églises-là, la démarche elle est bancale. Parce que quand vous sortez pour faire une déclaration, c'est que vous faites évoluer le débat, vous apaisez les cœurs. Mais je ne suis pas sûr. Cette déclaration n'a apaisé personne. Les gens ont trouvé que c'est à la limite de la plaisanterie. Il faut qu'on arrête. Il fut un temps dans ce pays, ce sont les têtes couronnées qu'on avait exploitées à volo. Et on a vu des têtes couronnées sortir pour justifier de la paternité d'un candidat. On a dit, mais ce n'est pas le rôle des têtes couronnées. Le rôle de l'Église, c'est de conquérir des fidèles. Le rôle de l'Église, c'est d'apaiser. Le rôle de l'Église, c'est de dire la vérité. Le rôle de l'Église, c'est de rassurer les uns les autres. L'Église ne prend pas position par rapport à la situation politique. L'Église encourage les gens à aller vers la vérité. L'Église apporte la lumière. Mais quand l'Église commence pas à prendre parti, parce que dans une Église, vous avez toutes les tendances politiques. Et vous ne pouvez pas prendre position sans consulter ceux qui vous ont choisi comme responsable. Moi, ça m'embête un peu qu'on se soit levé, qu'on fasse une déclaration quelques jours après la sortie de l'Église catholique. Qui a intérêt à affronter les religions? Moi, je veux bien savoir qui a intérêt et qui est derrière. La guerre des religions n'aura pas lieu. Non, mais ce n'est pas les religions qui sont en guerre. Plutôt, c'est certains acteurs qui animent ces chapelles qui sont en train de perdre un peu sur le terrain. Le terrain initial, c'est le terrain de la foi. C'est le terrain de la verticalité avec Dieu. Bon, maintenant, quand on quitte ce terrain de la verticalité avec Dieu et qu'on vient sur le terrain politique, où le jeu est plus complexe, puisque c'est le terrain de la polémique, le terrain politique. Bon, alors s'ils viennent en fait prendre place en politique, c'est que on risque d'avoir une fissuration dans les chapelles et une déliquescence en fait des différentes églises. Bon, si ces débats, parce qu'ils ont trouvé évidemment, comme nous d'ailleurs, que la stratégie de l'Église catholique est contre-productive. Mais je constate qu'eux aussi, ils ont critiqué, ils ont choisi le mot de contre-productivité, mais curieusement, eux-mêmes, en fait, les 5 qui sont réunis sous l'égide de l'EPMB ont aussi adopté une stratégie contre-productive. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche et qu'est-ce qu'on dit? Le code électoral, en fait, c'est les acteurs politiques. C'est vrai que ça a des implications sociales. Et s'il y a des problèmes, il y a des canaux par lesquels on peut rencontrer les acteurs majeurs, notamment les parlementaires et l'exécutif. Bon, maintenant, si nous allons à la folklorisation du débat, bon, c'est que ça va ternir l'image de nos respectables
hommes religieux. Parce que moi, je suis bien gêné que les acteurs des églises s'attaquent. Bon, alors, quelle morale on va laisser aux citoyens qui ont besoin de développer leur foi et d'aller en communion avec Dieu? Est-ce que ces acteurs sont crédibles? Est-ce que l'Église ne devient pas politique et politicienne? Alors c'est ça, il doit faire attention parce qu'il faut faire preuve de dextérité dans l'analyse pour que chacun sache jusqu'à quel niveau il peut pousser le Rubicon. Quand vous dépassez le Rubicon, les gens ne vous prendront plus au sérieux parce qu'on dit d'accord, c'est des églises politiques. Bon alors, et puis en dessous. Parce que quand vous prenez la parole que vous argumentez, on peut constater si c'est des arguments, on sait. Si c'est des arguties, on sait. Il y a une différence entre arguties et arguments. Bon, maintenant, parce que les arguties sont fragiles, ces arguments qu'on peut balayer du revers de la main. Si vous prenez la parole, vous croyez que vous convainquez, les gens vous suivent et vous disent que non, mais apparemment, vous êtes instrumentalisé. Il faut que les hommes, les responsables qui animent les églises et les chapelles religieuses se prennent davantage au sérieux. Ils peuvent s'inviter dans le débat, mais pas d'autres canaux. C'est-à-dire, mais on demande une audience auprès du chef de l'État, on demande une audience auprès du président de l'Assemblée, on demande à rencontrer telle commission, on change avec eux pour dire, mais il y a quelle situation? Comment est-ce que... Et on comprend. Et là, à l'issue, on peut maintenant prendre une position et faire des recommandations. Bon, maintenant, je constate que c'est les leaders des églises, parce que c'est ça, le chapeau qu'on a donné. Et de l'autre côté, au niveau de l'EPMB, on n'a pas dit que c'est l'aumônerie des cadres et autres, non. Bon, maintenant, si ce débat sur le code gagne le terrain, parce que c'est le code électoral, a priori, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique. Et c'est parce que Monseigneur Gaye a dit qu'il a vu la bagarre venir et qu'il y a de l'insurrection dans l'air. Il faut faire en sorte que nous puissions être à l'abri des tourments et en fait la turbulence politique qui s'annonce, ce qui est normal, on peut avertir, mais aller sur la place publique tout de suite, c'est un peu comme si on veut invectiver. Or, en tant que corps constitué, demander une audience, discuter avec les législateurs, puisque c'est les législateurs qui ont fait cette affaire, ce n'est pas l'exécutif. Maintenant, l'exécutif qui a promulgué peut être aussi rencontré pour dire, mais cette loi quand même comporte quelques aspects que nous n'avons pas compris, mais qui risquent de provoquer de petites crises. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Ça, c'est comme ça, c'est la démarche responsable et sage, à mon sens. Alphonse, comment est-ce qu'on met fin rapidement à cette manœuvre qui commence pas à se faire observer? Parce que ça se trouve, demain ou après-demain ou dans quelques jours, d'autres peuvent se lever sous l'égide du rassemblement des églises, je dis n'importe quoi, des révélés de Dieu, pour aussi porter leur avis sur... C'est pourquoi j'ai dit, dans l'espace politique. Qui a intérêt... Non, écoutez, il y a des églises pour lesquelles j'ai du respect. Moi, j'ai été un peu peiné de voir que l'église protestante méthodiste du Bénin se soit associée à ça. Dans une église, on fait du lobbying. Parce que nous sommes sur un terrain politique où il y a des intérêts politiques qui s'affrontent. On n'a même pas besoin de cette déclaration. On aurait pu en sous-main, comme on l'a proposé lundi dernier, rencontrer les uns et les autres pour discuter. Parce que j'ai dit, il y a possibilité qu'avant 2026, qu'on relise le code électoral. Mais les églises doivent emprunter cette démarche-là, rencontrer les uns et les autres pour leur montrer... On n'a pas besoin de déclaration ouverte. On n'a pas besoin de déclaration ouverte. On n'agit pas comme ça. On agit en sous-main. On parle aux uns aux autres. On dit, le terrain sur lequel vous allez là, c'est pas un bon terrain. Mais quand vous venez déjà faire une déclaration comme ça, depuis qu'on a fait la déclaration, on a déjà collé des étiquettes. On a déjà collé des étiquettes à chacune des églises impliquées dans la déclaration. Moi, je dis, on peut se rattraper. Pour une certaine opinion ou pour une opinion fortement... Mais l'Église catholique serait contre. Je vais vous dire... Les protestants seraient pour. Les gens disent... Ça se dit déjà que l'Église catholique... J'ai reçu un message, on me dit, M. Attali, qu'est-ce que vous pensez de l'Église catholique politique ou politicienne? J'ai dit, moi je n'en sais rien. Non, on a déjà catalogué, on dit que de l'opposition, l'autre est de la mouvance. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'avoir une étiquette politique, mais c'est d'aider les hommes politiques à mieux gérer le pays. Donc moi je demande que les églises, que ce soit l'Église catholique... Mais qui peut mettre fin à ça? Qui peut mettre fin à cette... Mais non, les mains qui sont derrière, le chef de l'État n'a pas s'interférer dans les églises. Mais je dis... On sait qu'il a mené une médiation pour ramener la paix au sein des protestants. Je dis aujourd'hui, dans les églises qui se sont prononcées,
tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des réactions à l'interne. Donc ceux-là peuvent obliger leurs responsables à ne plus faire ça. Parce que quand vous êtes une église comme ça, avec vous prenez position contre le régime ou pour le régime, dans des situations données, plus personne ne vous fera confiance pour se référer à vous, dire que l'église est le modèle qui vous peut... Vous perdez votre crédibilité. Vous perdez votre crédibilité. Vous perdez votre non, ceux-là, là, si on va vers eux, ils ne nous diront rien de bon. Ceux qui sont là-bas, là, eux, ils sont proches du pouvoir. Si on va vers eux, on va vite atteindre le chef. Il faut éviter que dans une société, que les religions, que ce soit religion endogène, religion importée, religion révélée, il faut éviter de prendre position par rapport à la politique. Parce que dans votre communauté, vous risquez de faire des mécontents. Vos fidèles ne seront pas d'accord avec vous parce qu'ils ne vous ont pas choisi pour faire de la politique à leur place. Et je voudrais que le chef de l'État demande aux églises de jouer leur rôle, de développer la foi des fidèles, d'évangéliser, de conquérir des âmes à Dieu, de ne pas s'impliquer ouvertement dans tout ce qui est politique. Underground, on peut rencontrer le chef de l'État, on peut rencontrer l'Assemblée nationale, on peut rencontrer les partis politiques, on peut faire des propositions, mais pas devant tout le monde pour prendre position. C'est pas bon pour la foi de vos fidèles. Les fidèles ne vous feront plus confiance et par rapport à certaines autres choses, ils seront réticents. C'est nauséabond, tout ça. Je suis très content que Moïse ait fini par dire qu'il faut que le chef de l'État rappelle ces dirigeants-là. Parce qu'en fait, vous savez que notre pays n'est pas un pays de pagaille. Et le chef de l'État a le souci de faire en sorte que nous ayons un État, une nation, en fait, en construction, une nation responsable. Mais je crois que dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, il faut recadrer les gens. Et c'est ça le rôle, parce que le seul interlocuteur officiel que nous avons, en fait, le premier des Béninois, c'est le chef de l'État. Donc c'est lui qui a la lourde responsabilité d'appeler ses responsables et de leur parler pour qu'on libère l'espace. Les politiques peuvent se déployer et dire tout ce qu'ils veulent, mais je crois que c'est les soupapes de sécurité. Ces chapelles religieuses sont des soupapes de sécurité. Vous voyez, les ministres, ils vont à l'église. Le chef de l'État, il est catholique. Alors, donc, quand vous les voyez, mais qu'est-ce que si entre les églises ils s'affrontent, quand est-ce que vous croyez que le fidèle peut aller encore croire à l'homélie du prêtre? Il y a un problème. C'est en cela que... Le fidèle est susceptible de penser que le prêtre est politique, ou que le pasteur est politique aussi. Mais oui, si, parce que... Et pourquoi? Pourquoi devait être... L'église devait être neutre. Je crois que c'est là, on a dit l'année dernière qu'il faut que ces acteurs jouent la carte de l'impartialité et de la neutralité. Maintenant, s'ils veulent s'inviter comme des médiateurs, il y a des canaux souterrains par lesquels ils peuvent agir. On peut être discret et efficace, mais quand on veut théâtraliser, forcément, on crée l'affrontement, pour rien. Donc, il vaut mieux trouver la meilleure stratégie. C'est pourquoi il faut que les leaders religieux aussi fassent un peu de coaching. Très bien. Allez, messieurs, on va ouvrir la page internationale de cette émission et s'intéresser au Togo, aux législatives au Togo qui sont déroulées. C'était le 29 avril dernier et on se rend compte, selon les résultats proclamés donc par la Commission électorale nationale indépendante, que le parti au pouvoir s'en sort avec 108 sièges sur les 113 que compte l'Assemblée nationale. Le reste est réservé aux partis d'opposition, notamment l'Alliance des démocrates pour le développement intégral qui a pu glaner 2 sièges et les 3 autres sièges se répartissent entre l'Alliance nationale pour le changement, le regroupement de partis politiques, la dynamique pour la majorité du peuple et les forces démocratiques pour la République. Alphonse Moïse Soudé, c'est un véritable raz-de-marée pour le parti au pouvoir. C'est de la moquerie politique, ça. Ils auraient pu prendre les 113 tranquillement. Ils auraient pu prendre les 113 sièges et puis qu'on n'en parle pas. Comment donner 5 à des gens qui ont mouillé le maillot. C'est le résultat des urnes. Écoutez. C'est le résultat des urnes. Dès que la nouvelle constitution a été adoptée, on est rentré dans une nouvelle république. Moi, je me disais, c'est aller à Djaktaès, quoi. Il n'y avait rien à espérer de ce côté-là. C'est pas possible. Vous avez vu, au niveau de la constitution, quand on a adopté la constitution, il y a des réactions des hommes politiques. Beaucoup ont réagi, parce qu'on n'en a pas tenu compte. Et il ne pouvait en être autrement. Les élections sous nos tropiques, on connaît les résultats avant d'aller aux élections. Sous nos tropiques, c'est comme ça. Sous nos tropiques, on ne peut pas réviser une constitution et dire que celui qui est là va devenir le président du conseil des ministres et qu'il va perdre la majorité. C'est pas possible. La majorité, lui, était déjà acquise avant qu'on aille à l'élection. Les 5 voix qu'on a attribuées, c'est juste pour montrer à la communauté internationale que quelque part au Parlement, il y a la démocratie. Les 5 là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
quel impact leur réaction peut avoir sur les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale? C'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça n'a aucun sens. Ils auraient pu prendre les 113 sièges. On saura que le Parlement... Un peu comme dans le cas d'espèces où le Parlement est totalement acquis à la cause... C'est tout. Et puis bon, basta. Parce que les 5 là, ils vont faire quoi? Entre vous et moi là, est-ce que leur voix va porter? Ça nous porte. On ne les écoutera même pas. Donc je dis, bon, c'est dommage qu'en Afrique, chaque fois qu'on organise les élections, que ça se passe ainsi. Les Occidentaux, les PTF ne nous prendront pas au sérieux. Ils ont dit, mais ces Africains-là, ils sont nés pour mourir au pouvoir. Oui, mais après aussi, on peut se dire que, mon cher Francis Lojatalier, que ce sont les résultats des urnes, que ce sont les populations qui ont décidé de faire confiance au pouvoir en place. C'est aussi une lecture des choses. Je crois qu'évidemment, une démocratie se vit à travers les élections. En fait, la démocratie élective. Mais au-delà de ça, c'est que nous avons le souci de travailler à l'alternance. Mais je ne veux pas être aussi péremptoire que mon frère Moïse. C'est à l'issue des consultations. Et il y a eu des observateurs qui ont été déployés, en fait. Moins de 70. Non, écoutez, Moins de 70. écoutez. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La quantité pour couvrir tout le territoire. Non, mais écoutez, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. C'est la qualité des observateurs et des structures d'observation, des instances qui ont été déployées. Il y a l'OIT, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a la communauté des États sahélo-sahéliens, c'est-à-dire la CENSAD. Donc, plusieurs observateurs sont allés sur le terrain, mais la mission d'observation, c'est quoi? C'est observer, ils ont vu le déroulement, et ils ont vu que c'est un scrutin qui s'est déroulé en fait normalement, et le vote s'est déroulé dans la paix, il n'y a pas eu d'incident majeur, et les rapports ont témoigné que bon, ça a été une élection transparente, inclusive. Bon, alors quand c'est le cas, on a fait un constat que bon, les résultats peuvent être validés. Et je crois que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a procédé à la proclamation. Vous aviez dit là, ils ont décroché 108 sur les 113. Ça fait 96%. Mais le taux de participation, c'est 61%. C'est vrai qu'on peut avoir quelques petits problèmes par rapport au fonctionnement de la démocratie. Au Togo, là, c'est autre chose. Mais est-ce que l'élection actuelle qui s'est déroulée s'est bien déroulée? Je crois que ça s'est bien déroulé. Alors, selon Jean-Pierre Fabre, si vous permettez que je vous cite les propos de Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, il dit exactement ceci, je cite, il s'est confié à Radio France Internationale, il dit, je cite, donc, je suis triste pour mon pays, ce sont des résultats inimaginables, ridicules. Le processus électoral a été totalement déséquilibré en faveur du parti au pouvoir. Le scrutin lui-même a été entaché de nombreuses fraudes et de violences, surtout à l'intérieur du pays. Alors, sur 113 sièges mis en jeu, le parti au pouvoir prétend en remporter 108, plus de 95%. Malgré les apparences de multipartisme, le Togo continue de pratiquer la dictature du parti unique qui a sévi pendant 25 ans. Le régime politique togolais est une dictature militaire clanique à façade civile. Fin de citation. Voilà ce qu'a déclaré, bien sûr, Jean-Pierre Fabre, alors que de son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Yabré Dago, indique que les différentes listes sont habilitées à saisir les juridictions compétentes, évidemment, pour faire valoir le droit et recours. Je crois qu'il faut leur concéder leurs propos, mais c'est que ce que j'ai appris, entre l'opposition, eux-mêmes se sont soupçonnés de faire de la fraude. Bon, nous savons que la machine de la fraude, on avait vu en fait, il y a encore quelques années, ce que je n'ai pas vu dans les rapports actuels. On savait que pour mieux frauder, il y a encore quelques années au Togo, c'était le bourrage d'une, c'était la falsification des procès-verbaux, c'était l'inversion des chiffres. Mais aujourd'hui, je crois que sur le rapport des observateurs, on n'a pas entendu ça. C'est en cela que je peux donner acte à ce qui s'est passé. Je dis, mais vraiment pour cette élection-ci, il semble que les dés étaient pipés à l'avance. Bon, maintenant que c'est dans le contexte de la révision constitutionnelle qui a fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, qui fait désormais du président du Conseil des ministres le plus fort dans le système, dans le dispositif de l'exécutif, et que c'est le parti qui a la majorité au Parlement qui désigne le président, le président du parti. En fait, on constate que naturellement, c'est le président fort qui va revenir à ce poste où on peut renouveler ad vitam aeternam les mandats. Donc, dans ces conditions, c'est une façon de s'éterniser au pouvoir. C'est vrai que depuis 1967 à 2005, le père Yassine Bea a dirigé, a gouverné, mais depuis 2005 à 2024, ça fait 19 ans
que le président Faure est en train de passer au pouvoir, et certainement qu'à la faveur de ce vote, il va continuer son mandat. Si les opposants ont des griefs, mais ils ne sont pas qu'à s'organiser. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réussi à impacter ou à infiltrer le dispositif, ou que l'ingénierie, ou bien l'ingénierie électorale est biaisée. Mais là, c'est à leur niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Ils n'ont qu'à recourir à des expertises pour déjouer s'ils estiment qu'il y a une dictature qui s'est accaparée du Togo. Je crois que je ne suis pas observateur, je ne suis pas allé au Togo. Je n'ai eu que les informations qui ont été rapportées sur les télévisions et dans les réseaux. Et puis, j'ai appris qu'il y a un acteur majeur d'ici qui est allé, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Donc, j'estime que sur la base des données, parce que vous savez qu'il y a des instances dédiées à l'organisation qui ont qualité à certifier. Bon, après la CENI, ce sera le tour de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle valide, qui dit qu'il trouve qu'il n'y a pas, malgré ces quelques illégalités dont l'acte de l'opposant parle, que ça n'entache pas la régularité, la sincérité et la validité du scrutin. Bon, comment l'opposition arrive à impacter l'univers politique togolais si elle n'a que 5 sièges sur 118 potentiels? Non mais écoutez, le mal est dans le flux, le vin est dans le flux, mais c'est pas d'aujourd'hui. Sur 113, je veux dire. Mais écoutez, vous savez évidemment que le parti uni a un maillage, et je crois que le président Faure gouverne avec une certaine solidarité, de générosité. Je ne veux pas dire plus. Ça veut dire que même les opposants, ils changent de facette. On a vu des opposants comme ça au Sénégal. Tantôt ils sont opposants, tantôt ils viennent au gouvernement, un truc comme ça. Donc la démocratie, le modèle togolais reste un modèle atypique. Donc si vous voulez le comparer au modèle béninois, au modèle sénégalais, au modèle malien, vous allez biaiser la réflexion. Parce que ce modèle se rapproche un peu plus du modèle tchadien. Et même il y a encore quelques années du modèle gabonais. Bon, alors donc, je sais pourquoi je dis, j'ai de la peine, je ne vais pas faire la typologie de démocratie en Afrique, mais il y a que chaque peuple adopte le modèle qui lui convient le mieux. Ce n'est pas nous qui allons changer le Togo. Le Togo ne change pas le Togolais. Donc ce n'est qu'un dialogue inter-togolais qui peut permettre au Togo de sortir de ce cycle vicieux. Parce que moi, c'est Pozo, bon, père son âme, il a fait ce qu'il pouvait. Hein? Bon, heureusement qu'on n'a pas eu d'autres Pozo. Bon, donc faisons en sorte qu'à travers nos analyses, on ne fasse pas... Oui. Allez revisiter, non. Allez revisiter les archives de la conférence nationale organisée par le Togo. Je dis une chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire le président Faure, on ne veut plus désormais que sur les organes en charge, sur les bulletins. On ne veut plus désormais que sur les bulletins pour l'élection présidentielle qu'on ait l'effigie de Faure. Donc désormais, il n'y aura plus d'élection présidentielle. On a choisi la méthode. On ne fait pas une réforme. On n'introduit pas une nouvelle constitution pour échouer. Moi, j'avais déjà dit ici que cette réforme-là, qu'on a introduit la nouvelle constitution, c'est que on va faire la Poutine, quoi. On va faire la Poutine. Je deviens président du Conseil des ministres. Je vais voir pour contenter l'opposition. Parce que le titre de président de la République, c'est un titre honorifique. Vous n'avez pas les pouvoirs. Le président du Conseil des ministres vous donne le pouvoir qu'il veut. Tout est concentré dans la main du président. Donc, le président Faure change de stratégie pour qu'on ne dise pas, comme son père l'est resté au pouvoir pendant des années. On a changé de système. Qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un État, je ne vais pas citer. En 2010, il y a eu une élection qui s'est soldée par des crises. Il y a eu un président du Conseil constitutionnel qui a proclamé 2 résultats en l'espace de 2 semaines. Un chef d'État qui allait sur les chars d'une puissance occidentale prendre le pouvoir. Et pourtant, vous savez que c'est le Conseil constitutionnel, en fait d'abord le CENI et le Conseil constitutionnel qui ont qualité à certifier les résultats, mais en lieu et place, on a vu l'ONU certifier les résultats. Donc, quand vous critiquez, dites que les organisations internationales ne parlent pas sérieux, si les organisations ont certifié que c'est bon, parce que j'ai cité l'OIF, j'ai cité l'Union africaine, j'ai cité la CEDEAO, j'ai cité la CENSAD. Bon, alors, si toutes ces structures ont été les observateurs, ont trouvé que les élections sont bien passées, c'est pas vous ici qui allez dire que c'est pas bien passé. Togo, donc, démocratie atypique, démocratie à la togolaise. On retient ça. Messieurs, merci beaucoup d'être passés sur 5 sur 7 matin. Portez vos réflexions sur les différents sujets d'actualité ici au Bénin et ailleurs sur le continent, notamment chez le voisin d'à côté. Merci Alphonse Poissoulé. Merci. On se retrouve lundi. Oui, c'est Dieu. Merci Francis. Merci. Et à lundi prochain.